Berlin, 30 avril 1945. La ville brûle. L'armée soviétique a pénétré au cœur du Reich et les combats se livrent rue par rue, immeuble par immeuble. Dans les profondeurs de la terre, à 8 mètres sous les jardins de la chancellerie du Reich, existe un labyrinthe de béton qui abrite les derniers soubresauts d'un régime qui promettait de durer 1000 ans et qui en dura à peine 12. Dans cet endroit claustrophobe, imprégné d'humidité et d'odeur de carburant, avec le bourdonnement constant des générateurs qui maintiennent la lumière artificielle, Adolf Hitler vient de se donner la mort. À côté du cadavre de son chef, parmi le petit groupe des derniers fidèles, se trouve Joseph Goebbels. La scène qui suit est l'une des plus inquiétantes de tout le Troisième Reich. Goebbels ne pleure pas, il ne crie pas, il ne fuit pas. Il a 47 ans, 5 enfants encore en vie, un pouvoir qu'aucun homme de communication dans l'histoire n'avait jamais réuni et une possibilité de fuite que plusieurs de ses collègues sont déjà en train de saisir à cet instant précis. Pourtant, dans les heures qui suivent, il prendra une série de décisions qui feront de lui le dernier témoin de la mort de Hitler et, peu après, le dernier acteur de sa propre tragédie. Pour comprendre comment on en arrive à ce bunker, il faut remonter près de 20 ans en arrière, jusqu'à un jeune écrivain raté dans une ville du Rhin, un homme d'1,54 m avec une jambe difforme et une ambition démesurée, qui un jour entendit Adolf Hitler parler et décida qu'il avait trouvé le Dieu qu'il cherchait. L'enfant de Reit. Le 29 octobre 1897 naquit Paul-Joseph Goebbels à Reit, une ville industrielle du Bas-Rhin, dans ce qui est aujourd'hui le land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie. Son père, Fritz Goebbels, était un modeste employé administratif dans une fabrique de mèches. Sa mère, Katharina, provenait d'une famille d'artisans. C'était une famille de classe modeste, catholique et travailleuse, de celles qui forment la trame anonyme de n'importe quelle ville européenne du début du XXe siècle. Ils eurent 6 enfants et Joseph fut le 4e. L'enfance de Joseph fut marquée dès ses premières années par une maladie qui lui laissa une déformation permanente au pied droit. Les versions sur son origine exacte varient, bien que la plus acceptée soit qu'il s'agissait d'une ostéomyélite ayant entraîné un raccourcissement du membre. Le rapport médico-légal soviétique de mai 1945, qui décrivit le cadavre de Goebbels avec une précision clinique, certifiera des décennies plus tard ce que tous dans son entourage savaient. Le pied droit était tourné vers l'intérieur presque à angle droit par rapport à l'os de la jambe, et le membre était plus court de 3,5 cm que le gauche. Cette condition obligea l'enfant à porter un appareil orthopédique toute sa vie et l'excluait des jeux physiques propres à l'enfance allemande de l'époque. Cette exclusion physique eut un effet décisif sur son caractère. Tandis que ses camarades couraient et jouaient dans les cours de Reit, le jeune Joseph lisait Dostoïevski, Strindberg, Goethe, la philosophie du romantisme allemand, les grands drames de la tradition classique germanique. Cette tête qui, des décennies plus tard, manipulerait des millions de personnes se remplissait d'images, de structures narratives, d'une compréhension instinctive du fonctionnement du cœur humain lorsqu'on lui raconte une histoire bien construite. La famille était de bonne foi catholique et Joseph reçut une formation religieuse intense qui laisserait des traces profondes dans sa rhétorique politique ultérieure. La construction du discours autour de la foi, du sacrifice, de la rédemption et du martyre sont des constantes qui apparaissent d'abord dans ses écrits de jeunesse et qui, ensuite, amplifiés à l'extrême, se reconnaissent dans ses discours au peuple allemand pendant la guerre. L'enfant qui mémorisait le catéchisme devint l'homme qui donna au nazisme sa liturgie et sa théologie laïque. À la fin de ses études secondaires, Goebbels entreprit des études universitaires avec le soutien d'une bourse de l'association Albert le Grand, un organisme catholique qui finançait des étudiants brillants aux ressources limitées. Il étudia à Bonn, Fribourg, Würzburg et finalement à Heidelberg, où il obtint en 1921 un doctorat en philologie romane avec une thèse sur le dramaturge romantique Wilhelm von Schütz. Le titre de docteur l'accompagnerait le reste de sa vie et serait l'une des rares références réelles dans un régime rempli de titres autoproclamés. Le docteur Goebbels faisait partie intégrante de la marque publique qu'il construisit pour lui-même. Mais le docteur Goebbels était un homme profondément frustré. Ses tentatives pour devenir écrivain ou journaliste échouèrent les unes après les autres. Un roman autobiographique intitulé Michael, qu'il écrivit en différentes versions, ne trouva pas d'éditeur.
Une banque de Cologne l'engagea puis le licencia. Ses articles dans des journaux provinciaux passaient inaperçus. Il avait 27 ans, vivait chez ses parents, et l'Allemagne de 1923 était un chaos inflationniste dans lequel l'argent gagné le matin valait la moitié l'après-midi. Dans cet état de désespoir personnel et de décomposition collective, il commença à tenir un journal. La première entrée était un cri d'angoisse. Il avait besoin d'écrire pour expulser l'amertume de son âme. Dans ce journal, qu'il poursuivrait sans interruption jusqu'au dernier jour du bunker, se trouve la clé pour comprendre Goebbels. Peter Longrich, l'historien le plus exhaustif de l'histoire personnelle de Goebbels, décrit sa personnalité comme marquée par des traits narcissiques profondément enracinés, une soif insatiable de reconnaissance, des fantasmes mégalomaniaques sur son propre destin historique, une incapacité à éprouver une empathie authentique et en même temps une dépendance psychologique absolue envers des figures d'autorité qu'il idolâtrait. C'était la combinaison parfaite pour le rôle qu'il était sur le point de trouver. La conversion, la première rencontre avec Hitler. En 1924, Goebbels se rapprocha pour la première fois du mouvement national-socialiste à travers le cercle des frères Strasser, une faction du NSDAP à orientation plus socialiste et implantée dans le nord-ouest de l'Allemagne. Gregor Strasser lui offrit un emploi comme secrétaire, puis organisateur de meetings. C'était le premier emploi stable que le jeune docteur ait eu de toute sa vie, et avec lui vint aussi la possibilité de monter à la tribune pour prononcer des discours politiques. Goebbels découvrit qu'il avait un talent extraordinaire pour parler en public. Il n'était pas l'orateur grandiloquent des grandes foules, mais quelque chose de plus efficace dans certains contextes, incisif, ironique, capable d'adapter le ton à chaque auditoire, de combiner l'argument intellectuel avec l'accroche émotionnelle. Ses premiers discours dans la rue suscitèrent des réactions qu'il n'avait jamais connues dans sa vie antérieure d'écrivain ignoré. Les gens l'écoutaient, applaudissaient, en demandaient davantage. La soif de reconnaissance qui le rongeait depuis des années trouva enfin de quoi se nourrir. Cependant, la rencontre qui changerait complètement sa vie eut lieu à l'été 1925, lorsqu'il entendit pour la première fois Adolf Hitler parler en personne. L'entrée de son journal ce jour-là est célèbre parmi les historiens pour son ton presque mystique. Il décrit le leader du NSDAP comme un homme qui n'argumente pas mais proclame, comme si ses paroles étaient des révélations. Un véritable génie, écrit Goebbels. Quelques jours plus tard, après avoir passé du temps avec Hitler dans les Alpes bavaroises, il le qualifie de seul esprit ayant réellement compris son époque et écrit « Je m'incline devant le plus grand des hommes. Le génie politique. Adolf Hitler, je t'aime parce que tu es à la fois grand et simple. » Il y a un point que les historiens ont souligné à maintes reprises à propos de ce phénomène. Hitler avait besoin de Goebbels autant que Goebbels avait besoin de Hitler, bien que pour des raisons différentes. Le politicien de Linz savait qu'il avait en ce jeune docteur un propagandiste de premier ordre, quelqu'un capable de faire avec les mots et les symboles ce que lui-même ne pouvait pas accomplir de manière aussi systématique et quotidienne. Hitler était le prophète. Goebbels pouvait être le prêtre du nouveau culte. Et pour Goebbels, Hitler était précisément ce que sa structure psychologique exigeait pour fonctionner, l'idole absolue dont l'approbation lui apportait la stabilité émotionnelle qu'il ne pouvait trouver autrement, l'homme devant lequel il pouvait se subordonner complètement sans sentir qu'il perdait, mais qu'il gagnait. La rupture avec les Strasser arriva à la fin de 1926. Dans la période précédente, Goebbels avait oscillé entre les deux factions du parti, évaluant ce que chacune pouvait lui offrir. La décision fut en dernière instance celle de Hitler. Il offrit à Goebbels le poste de Gauleiter de Berlin, responsable du parti dans la capitale du Reich. C'était alors une organisation faible, désordonnée, avec à peine 200 militants et en conflit permanent avec elle-même. Personne ne croyait qu'elle pourrait conquérir Berlin, la ville ouvrière et cosmopolite qui était le bastion de la gauche allemande. Goebbels arriva dans la capitale en novembre 1926 avec la première page d'un nouveau carnet et une seule phrase. « Avec ce livre, je commence la lutte pour Berlin. Comment finira-t-elle ? La conquête de Berlin. » Berlin, en 1926, était une ville qui sentait la République de Weimar. Magazines illustrés, cabarets, architecture Bauhaus, marxisme universitaire, jazz, chômage et un mélange de liberté et d'angoisse qui la rendait différente de toute autre capitale européenne. Pour un provincial du Bas-Rhin formé dans le romantisme allemand,
Elle était à la fois fascinante et intimidante. Dans ses premières semaines en ville, Goebbels la décrivait dans son journal comme un désert d'asphalte et une colonne de mal et d'impudence. Mais Goebbels était plus intelligent que ses préjugés, et il sut s'adapter. Il comprit rapidement qu'à Berlin, le scandale était monnaie courante et que pour attirer l'attention dans une ville saturée de stimuli, il fallait provoquer, choquer, faire la une. Il organisa des marches des SA dans les quartiers ouvriers les plus rouges, sachant parfaitement qu'elles provoqueraient des affrontements. Les bagarres qui en résultaient faisaient la une et les unes portaient le nom du NSDAP dans les titres des journaux. Lorsque la police prussienne interdit le parti en mai 1927 et lui interdit personnellement de parler en public, Goebbels transforma l'interdiction en argument de propagande en forgeant le slogan « Malgré l'interdiction, nous ne sommes pas morts ». Le régime craint les vérités du mouvement national, tel était le message. Il créa son propre journal, Der Angriff, l'Attaque, qui se distinguait par un style agressif et très personnel, avec des titres attaquant nommément des fonctionnaires spécifiques, des caricatures grossières et un mélange de politique et de scandales parfaitement reconnaissables pour tout lecteur du XXIe siècle habitué aux réseaux sociaux. Goebbels était, avant la lettre, un maître de l'engagement et de la polarisation délibérée comme stratégie de visibilité. Sa technique de construction de l'image de Hitler mérite un paragraphe à part. Goebbels comprit avant tout le monde qu'en politique moderne, le leader ne peut pas être un homme ordinaire. Il doit être une figure qui transcende l'humain, qui projette une image presque sacrée. Il organisa les apparitions du Führer comme des épiphanies religieuses. L'avion arrivait de nuit avec le bruit du moteur au-dessus de la foule en attente. Les projecteurs illuminèrent le ciel, la musique précédait l'entrée du leader, l'attente était longue pour faire monter la tension. Lorsque Hitler parlait enfin, la masse était émotionnellement prête à le recevoir non comme un politicien, mais comme une révélation. Dans le célèbre film de Leni Riefenstahl, Le triomphe de la volonté, tourné lors du congrès de Nuremberg de 1934, on peut voir déployer avec toute sa force cette liturgie politique que Goebbels conçut et perfectionna. Ce fut lui, plus encore que Hitler lui-même, qui inventa le Führer comme concept médiatique. Aux élections de septembre 1930, le NSDAP passa de 12 à 107 sièges au Reichstag. L'effondrement économique qui suivit le krach de Wall Street avait transformé le paysage politique allemand et la machine de propagande de Goebbels était prête à exploiter ce terrain. Son organisation des campagnes électorales était sans précédent. Meetings simultanés dans toute l'Allemagne coordonnés à la minute près, utilisation intensive de la radio, distribution massive de tracts et d'affiches standardisées. Le NSDAP dépensait en publicité électorale ce qu'aucun autre parti ne pouvait se permettre, et les résultats le justifiaient. Dans la campagne de janvier 1932, lorsque Hitler se présenta contre Hindenburg à l'élection présidentielle, Goebbels innova avec une tactique qui serait largement imitée par la suite. Le Führer au-dessus de l'Allemagne, la campagne aérienne dans laquelle Hitler voyagea en avion de ville en ville en prononçant plusieurs discours par jour. À une époque où l'avion restait un objet d'élite qui impressionnait les masses, l'image du leader arrivant du ciel avait une charge symbolique énorme. Goebbels avait compris que la politique moderne est fondamentalement un spectacle et que le spectacle exige une production. Logistique, timing, mise en scène et la capacité de transformer chaque acte politique en une expérience émotionnelle mémorable. Le 30 janvier 1933, lorsque Hitler fut nommé chancelier, Goebbels organisa à Berlin une marche au flambeau qui dura des heures et qui fut retransmise en direct à la radio. C'était un acte de pouvoir symbolique calculé pour transformer la nomination bureaucratique d'un chancelier en une prise de pouvoir presque mythique. La foule qui vit passer les colonnes des SA et des SS par la porte de Brandebourg ne voyait pas simplement un nouveau gouvernement. Elle voyait, selon le scénario de Goebbels, la naissance d'une nouvelle ère. Le propagandiste avait rempli sa part du contrat. Il avait livré le pouvoir à Hitler et désormais Hitler lui remettrait le ministre de la vérité. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich. Le 13 mars de la même année, Joseph Goebbels reçut la nomination dont il avait rêvé. Ministre du Reich pour l'éducation publique et la propagande.
C'était le premier ministère de communication centralisé dans l'histoire des démocraties modernes, et sa création même constituait déjà une déclaration d'intention. À partir de ce moment, la vérité serait ce que l'État déciderait qu'elle était. Le ministère de Goebbels n'était pas simplement un département de publicité gouvernementale, il était l'instrument de contrôle total de la sphère publique en Allemagne. Sous son autorité tombaient la radio, le cinéma, le théâtre, la musique, les arts plastiques, la presse écrite et la littérature. Pour exercer l'une de ces professions dans l'Allemagne nazie, il était obligatoire de s'inscrire dans l'une des chambres culturelles du Reich qui dépendait du ministère. Ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas s'inscrire cessaient de travailler. C'était la censure la plus efficace possible. Il n'était pas nécessaire de lire ce qui était produit avant sa publication, il suffisait de décider qui avait le droit de produire. La liste de ceux qui perdirent leur emploi, furent obligés à l'exil ou finirent dans des camps de concentration est interminable. Le 10 mai 1933, à peine 2 mois après sa nomination, Goebbels apposa sa signature symbolique sur l'un des actes les plus barbares de l'histoire culturelle du XXe siècle, le autodafé de livres sur l'Opernplatz de Berlin. Des étudiants universitaires favorables au parti jetèrent au feu des milliers d'ouvrages de Karl Marx, Sigmund Freud, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht et des dizaines d'autres auteurs. Goebbels parla devant le bûcher et déclara que l'âge de l'intellectualisme prétentieux juif était terminé. C'était le même homme qui, des années auparavant, lisait avec dévotion Dostoïevski, citait Goethe dans ses lettres d'amour et avait obtenu son doctorat avec une thèse littéraire. L'autodafé fut à la fois un geste de rupture avec sa propre formation et un message politique sur le type de culture que le régime tolérerait. Le contrôle de la radio fut sans doute son accomplissement technique le plus important en termes de portée massive. En 1933, l'Allemagne comptait 4 millions de récepteurs radio. En 1939, ils étaient 16 millions. Goebbels fabriqua et distribua à prix subventionné le Volksempfänger, le récepteur du peuple, un appareil peu coûteux qui ne recevait que les fréquences allemandes et inonda les foyers du Reich. La radio devint la voix de l'État à l'intérieur de chaque famille allemande, et la voix de la radio était très souvent celle de Goebbels. Sa maîtrise de ce média, son sens du rythme, de la pause dramatique et du moment émotionnel le rendaient plus efficace que presque tout autre orateur du régime. Quant au cinéma, Goebbels en était un passionné authentique. Il regardait régulièrement des films dans sa résidence privée et avait des opinions formées sur la réalisation, le montage et l'interprétation. Son influence sur l'industrie cinématographique allemande ne fut pas de l'ordre grossier que l'on pourrait attendre. Il ne voulait pas de films de propagande explicite car il comprenait que le public les rejetait. Il préférait le divertissement de qualité, les comédies musicales et les mélodrames romantiques qui maintenaient le peuple content, occupé et émotionnellement connecté à une image du monde sans problème. Les productions de l'UFA pendant les années de guerre, montrant des couples amoureux à Vienne, des alpinistes héroïques dans les Alpes bavaroises ou des comédiens dans des intrigues domestiques, sont en partie le résultat de cette politique délibérée. Le divertissement comme morphine sociale fut l'une des contributions les plus pernicieuses de Goebbels à la théorie de la communication politique. La relation de Goebbels avec Hitler pendant ces années de paix fut à la fois de dévotion absolue et de certaines tensions compétitives. Le ministre de la propagande ne faisait jamais partie du cercle intime des décideurs de la politique extérieure ou militaire. Hitler le consultait sur la communication et sur l'humeur de la population, mais ne l'incluait pas dans les délibérations stratégiques. Goebbels le consignait dans son journal sans plainte apparente, bien qu'entre les lignes se dégage la frustration d'un homme qui voulait être le conseiller principal et qui savait que Bormann, Ribbentrop ou même Himmler avaient plus d'accès au Führer sur certaines questions. Sa position dépendait entièrement de son caractère indispensable dans le seul domaine que Hitler lui avait cédé, la communication. Et dans ce domaine, il était effectivement irremplaçable. La nuit de cristal et la machine de la haine. Le rôle de Goebbels dans la persécution antisémite du régime mérite un chapitre à part, car il fut à la fois le plus sinistre et le plus révélateur de sa fonction réelle au sein de l'appareil nazi. Goebbels n'a pas conçu la politique raciale du Troisième Reich, qui avait ses racines dans l'idéologie de Hitler et dans les élucubrations pseudo-scientifiques d'autres fonctionnaires du parti.
Mais il en fut l'exécuteur communicatif et, à des moments clés, l'initiateur d'actions concrètes de violence. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 passa à l'histoire comme la Kristallnacht, la nuit de cristal. Ce fut Goebbels qui la déclencha directement. Cet après-midi-là, à Munich, lors d'une réunion commémorative du putsch raté de 1923, il reçut la nouvelle de l'assassinat du diplomate allemand Ernst vom Rath à Paris par un jeune juif d'origine polonaise. Il parla en privé avec Hitler qui lui donna le feu vert et monta sur l'estrade pour prononcer un discours enflammé devant les vieux camarades du parti réuni. La lecture entre les lignes de ces paroles était sans équivoque pour ce présent. Si les organisations du parti prenaient vengeance, l'État n'interviendrait pas. Dans les heures suivantes, plus de 1000 synagogues brûlèrent à travers toute l'Allemagne. Environ 7000 magasins juifs furent détruits, 91 juifs périrent dans les attaques et 30 000 furent arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Ce que révèlent les journaux de Goebbels sur cet épisode est presque plus perturbant que les faits eux-mêmes. Dans l'entrée du 10 novembre, il décrit les incendies et les émeutes avec un mélange de satisfaction et de distance clinique. Il écrit que le monde entier verra le spectacle, mais que la responsabilité n'en incombera pas à l'État allemand. Puis, quelques jours plus tard, lorsque la réaction internationale fut plus négative que prévu et qu'Hitler considéra que l'épisode avait causé un dommage économique inutile, Goebbels commença à prendre ses distances publiquement, allant même jusqu'à suggérer en privé qu'il s'agissait d'une initiative d'autres personnes. C'était le schéma habituel, allumer le feu puis le nier. La machine de propagande de Goebbels fonctionna dans le domaine antisémite avec la même systématique que dans tous les autres. Les stéréotypes se répétaient dans tous les médias jusqu'à devenir sens commun. Le juif comme banquier usurier, comme communiste subversif, comme parasite national, comme menace sexuelle, ces images inondèrent la radio, les journaux, les affiches, les films documentaires. Le film Der ewige Jude, le juif éternel, produit en 1940 sous la supervision directe du ministère, est peut-être l'artefact de propagande raciale le plus extrême jamais produit par un gouvernement moderne. Goebbels le vit lors de la première et le qualifia dans son journal de formidable document de notre temps. Ce qui rend l'antisémitisme de Goebbels psychologiquement complexe, c'est qu'il n'était pas simple. Dans sa jeunesse, il avait admis ouvertement la littérature et la pensée d'auteurs juifs allemands. Même dans ses premières années d'activité politique, certains de ses textes montrent une ambivalence suggérant que la haine n'était pas entièrement spontanée, mais en partie construite. L'homme qui brûla les livres de Freud et de Marx les avait tous deux lus attentivement. Vie privée, scandale, et la famille comme décor. La vie privée de Goebbels fut, durant les années 30, un territoire de contradictions que lui-même ne résolut jamais. En 1931, il épousa Magda Quandt, une femme de haute classe sociale, divorcée et mère d'un enfant issu de son premier mariage, qui deviendrait la première mère de l'Allemagne, selon l'image officielle du régime. Ils eurent ensemble 6 enfants, tous nommés avec un H, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Hitler était le parrain symbolique de toute la famille et visitait régulièrement la maison des Goebbels. L'image publique était celle d'une famille modèle du Troisième Reich. Cependant, le mariage fut tortueux dès le départ. Goebbels était un séducteur chronique qui utilisait sa position pour entamer des relations avec des actrices, réalisatrices de cinéma et toute femme attractive passant dans son cercle d'influence. Le cas le plus connu et documenté fut celui de l'actrice tchèque Lida Baarova, avec qui il eut une relation prolongée entre 1936 et 1938. La relation devint si intense que Goebbels demanda officiellement à Hitler la permission de divorcer de Magda et d'épouser Baarova. La scène qui suivit est l'une des plus révélatrices du type de dépendance que Goebbels entretenait avec Hitler. Le Führer que Magda avait personnellement consulté convoqua le ministre et lui communiqua sa décision. Pas de divorce. La famille Goebbels était un élément trop important de l'image du régime, symbole vivant du foyer allemand idéal. Baarova fut contrainte de quitter l'Allemagne. Goebbels retourna au foyer conjugal et l'épisode fut enseveli sous un silence officiel. Dans son journal, Goebbels nota qu'il avait pris des décisions très difficiles, mais définitives, et qu'à partir de ce moment, il entamait une vie nouvelle, dure et consacrée au devoir.
La prose mélodramatique ne cachait pas la réalité. Un homme de 40 ans ne pouvait pas choisir librement avec qui vivre. Cet épisode révèle quelque chose de crucial sur la nature réelle du pouvoir de Goebbels. Il était énorme dans le domaine public et complètement dépendant dans le privé. Hitler pouvait lui refuser le droit de décider de son propre mariage avec la même autorité qu'il lui imposait de concevoir une campagne de propagande. Et Goebbels l'acceptait. La servitude était totale, et ce qui est le plus troublant, c'est qu'il l'enregistrait dans son journal sans colère, avec une résignation qui paraît sincère. Pour lui, la volonté d'Hitler était littéralement la volonté suprême, même dans des affaires qui ne concernaient que sa vie personnelle. Magda Goebbels est une figure qui mérite une attention particulière. Intelligente, ambitieuse et dotée d'une compréhension profonde de son environnement, elle avait choisi dès le départ de participer activement à la vie du régime, dépassant le rôle décoratif d'épouse du ministre. Elle avait des relations personnelles avec Hitler et, selon certains témoignages, le Führer l'appréciait sincèrement. Dans les périodes de crise conjugale, Magda se tournait plus vers Hitler que vers son propre mari pour résoudre les conflits. C'était un triangle fonctionnel. La famille Goebbels existait en partie comme extension de la famille qu'Hitler n'avait jamais eue. La guerre et le discours du Palais des Sports. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne sous le prétexte d'une attaque frontalière fabriquée par la SS elle-même. Goebbels dut faire face immédiatement au défi le plus complexe de sa carrière. Maintenir l'enthousiasme d'un peuple qui, en 1914, était allé à la guerre avec un fervent patriotisme et qui, en 1939, regardait le nouveau conflit avec un mélange de résignation et de peur. Les rapports internes du service de sécurité arrivant au ministère étaient clairs. La population ne voulait pas la guerre. Lorsque Hitler ordonna un défilé militaire dans les rues de Berlin en septembre 1939, le silence du public fut si éloquent que Goebbels le nota dans son journal, observant que les gens étaient contemplatifs. C'était un euphémisme. Sa stratégie de propagande s'adapta. Il ne vendrait pas l'enthousiasme guerrier car il n'existait pas. À la place, il construisit la narration de l'inévitabilité. L'Allemagne ne choisissait pas la guerre, elle était attaquée. Le Reich n'était pas l'agresseur, mais la victime d'un encerclement organisé par des pouvoirs plutocratiques et bolcheviques. Hitler n'était pas l'envahisseur, mais le défenseur de la nation allemande et de la civilisation occidentale contre le communisme asiatique. Ces récits, maintenus avec une constance de fer à travers tous les médias et répétés jusqu'à pénétrer le langage quotidien, ne convainquaient pas les sceptiques, mais désorientaient suffisamment pour que la résistance active soit impossible. Les premières années de la guerre, avec les victoires sur la Pologne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Yougoslavie et la majeure partie de l'Europe occidentale, facilitèrent le travail de propagande. Mais l'automne 1941, avec l'avancée allemande en Union soviétique commençant à s'enliser aux portes de Moscou, et surtout l'hiver catastrophique de 1941 à 1942, mirent la machine de Goebbels à l'épreuve. Sa réponse fut de combiner la minimisation des échecs avec une narration de héroïsme résistant. Le froid extrême, les dizaines de milliers de gelés, le premier recul massif de la Wehrmacht, tout cela fut présenté comme une épreuve épique que le peuple allemand surmontait avec grandeur. La défaite de Stalingrad entre janvier et février 1943 fut le tournant décisif. Le 2 février 1943, le 6e armée allemande capitula. 300 000 soldats étaient morts ou faits prisonniers. C'était la première défaite massive et publique que le régime ne pouvait ni cacher, ni minimiser, ni requalifier comme retraite stratégique. Goebbels répondit par l'acte que beaucoup d'historiens considèrent comme le plus impressionnant et terrifiant de toute sa carrière, le discours du Palais des Sports. Le 18 février 1943, devant 16 000 personnes soigneusement sélectionnées et disposées pour représenter tous les secteurs du parti et de la société allemande, Goebbels prononça le discours sur la guerre totale. C'était une pièce de manipulation massive, d'une sophistication extraordinaire. Il ne cachait pas la gravité de la situation. Il la décrivait avec une crudité paradoxalement rassurante car elle démontrait que le régime ne mentait pas sur l'essentiel. Ensuite, il transformait cette gravité en argument pour une radicalisation encore plus grande de l'effort de guerre. Et enfin, il posait la question qui resterait gravée dans l'histoire. Voulez-vous la guerre totale ?
Voulez-vous une guerre plus totale et plus radicale que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui? La foule répondit par un rugissement de « oui ». Goebbels le nota dans son journal avec satisfaction, mais aussi avec une conscience clinique troublante. Il décrivit le comportement de la masse comme parfaitement calculé. Il précisa qu'il avait orchestré les moments de pause et de questions pour maximiser l'effet émotionnel, qu'il avait choisi les personnes du public pour que leurs réponses soient photogéniques, qu'il avait préparé la musique et l'éclairage. Et il observa que le résultat avait été comme un grand concert bien exécuté. Il était à la fois l'artisan et le critique de sa propre œuvre, le propagandiste qui s'observe de l'extérieur avec le détachement d'un technicien, même en manipulant des milliers de personnes. Le discours du Palais des Sports eut une longue vie dans la mémoire collective, bien que pour des raisons que Goebbels n'avait pas anticipées. La question « Voulez-vous la guerre totale ?» et le rugissement d'affirmation de la foule furent enregistrés en film et devinrent avec le temps l'un des documents les plus cités pour expliquer comment une démocratie peut s'autodétruire de l'intérieur. Ce que le document ne montre pas, et que les historiens ont souligné à maintes reprises, c'est que ces 16 000 personnes n'étaient pas un échantillon représentatif du peuple allemand. Elles avaient été sélectionnées, transportées, instruites et placées stratégiquement pour que le résultat visuel et sonore soit celui dont Goebbels avait besoin. Le peuple allemand, répondant « oui », n'était qu'un décor, pas une consultation. C'était exactement le type de distinction que Goebbels n'avait jamais eu besoin de faire, car pour lui, la différence entre réalité fabriquée et réalité réelle avait cessé d'exister. Dans les mois qui suivirent Stalingrad, Goebbels tenta de convaincre Hitler qu'un changement d'orientation dans la propagande était nécessaire. Moins de triomphalisme, plus d'honnêteté sur les difficultés, une narration qui préparerait le peuple à une guerre longue plutôt que de maintenir la fiction d'une victoire imminente. Hitler résistait. Les deux hommes eurent à cette période plusieurs discussions où Goebbels montra une clarté analytique sur la situation militaire contrastant avec les délires du dictateur. Mais invariablement, à la fin de chaque conversation, Goebbels cédait et sortait du quartier général avec la détermination renouvelée de continuer à travailler dans les limites que Hitler lui imposait. La dépendance psychologique était plus forte que l'analyse. Elle le fut toujours. Le déclin, les bombes et la solitude du pouvoir. À mesure que la guerre s'éternisait et que les nouvelles du front devenaient progressivement plus mauvaises, la position de Goebbels dans l'édifice du pouvoir nazi subit des transformations complexes. D'une part, son importance réelle croissait. Il était l'homme qui maintenait le moral de l'arrière, qui expliquait les défaites, qui administrait la psychologie collective d'une nation en guerre. D'autre part, son influence sur les décisions stratégiques restait marginale. Hitler passait de plus en plus de temps dans ses quartiers généraux militaires, d'abord à Rastenburg, puis dans divers lieux du front oriental, entouré de généraux et de Bormann, de plus en plus éloignés de Berlin et de la réalité de l'arrière. Les journaux de Goebbels de ces années révèlent quelque chose que les historiens trouvent particulièrement révélateur. Son incapacité à rompre psychologiquement avec Hitler, même lorsque son intelligence lui montrait clairement que la guerre était perdue. À partir de 1943, Goebbels avait accès à suffisamment d'informations pour savoir qu'aucune victoire n'était possible dans un scénario réaliste. Il proposa à plusieurs reprises à Hitler d'explorer une sortie diplomatique, d'abord avec l'Union soviétique, puis avec la Grande-Bretagne. « Le Reich n'a jamais gagné de guerre sur deux fronts », lui disait-il. Hitler rejeta toutes ces initiatives. Et Goebbels, chaque fois qu'il était rejeté, revenait à sa position de subordination et redoublait son travail de propagande. L'hiver 1943 à 1944 apporta à Berlin l'expérience directe de l'horreur de la guerre aérienne. La RAF lança entre novembre 1943 et mars 1944 16 grands bombardements sur la capitale. La nuit du 22 novembre 1943, alors que Goebbels se trouvait à une réunion du parti dans le quartier de Steglitz, un raid commença et détruisit le ministère des Affaires étrangères, la chancellerie du Reich et plusieurs autres ministères. La maison de Goebbels, dans la Göringstrasse, brûla. Le ministère de la propagande fut atteint la nuit suivante. Dans son journal, Goebbels décrit le trajet jusqu'à son bunker de commandement dans la Wilhelmstrasse en termes presque romanesques. Des feux partout,
des rues bloquées, des bombes et des mines qui continuent de tomber, on a vraiment l'impression d'être en zone de guerre. Paradoxalement, la crise aérienne renforça Goebbels dans un sens. Elle fit de lui la présence visible du régime auprès de la population berlinoise, alors que presque tous les autres dirigeants fuyaient vers le sud ou se réfugiaient dans leurs propriétés à la campagne. Il visitait les quartiers bombardés, serrait des mains, distribuait de l'aide via l'organisation du parti. Les photographies de ces jours le montrent parmi les décombres, sans uniforme militaire, portant son manteau sombre caractéristique, parlant avec des femmes âgées et des ouvriers. Il était l'un des rares dirigeants nazis à se montrer publiquement auprès de la population à ce moment-là. Et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, lui conférait un capital de confiance réel. La population lui était reconnaissante d'être présent. Hitler le nomma en juillet 1944 commissaire du Reich pour la guerre totale, après l'attentat raté du 20 juillet. C'était la reconnaissance formelle de ce que tous savaient. Goebbels était le seul membre de la direction nazie capable de mobiliser la population civile pour l'effort de guerre dans sa phase terminale. À ce poste, il organisa la dernière levée massive, appela sous les drapeaux des hommes de 16 à 60 ans et conçut la propagande du Volkssturm, la garde du peuple, la milice de dernière instance qui conduirait adolescents et vieillards à l'abattoir. C'était la guerre totale qu'il avait promise au Palais des Sports, appliquée maintenant dans ses conséquences les plus littérales. Dans les derniers mois de 1944 et les premiers de 1945, Goebbels recourut à de nouveaux thèmes propagandistes lorsque les anciens étaient épuisés. L'un fut la diffusion massive de rapports sur les atrocités commises par l'armée rouge dans les territoires orientaux qu'elle occupait. Les meurtres, viols et pillages en Prusse orientale arrivaient dans les journaux et à la radio avec un niveau de détail que Goebbels n'avait jamais permis pour les crimes du régime lui-même. L'objectif était clair, montrer aux Allemands que la reddition équivalait à l'anéantissement, qu'il n'y avait pas d'alternative entre la victoire et la disparition. La propagande de la peur comme ultime recours est l'un des schémas les plus universels des régimes en effondrement, et Goebbels l'appliqua avec la même froideur professionnelle qu'il avait appliquée à toutes les autres. Un autre thème fut la référence obsessionnelle à l'histoire. Goebbels cherchait dans le passé les précédents de nations et de dirigeants qui s'étaient sauvés au dernier moment grâce à une combinaison de volonté inébranlable et de coups de chance. Frédéric le Grand, qui dans la guerre de 7 ans résista jusqu'à ce que la mort de l'impératrice Élisabeth change soudainement le panorama diplomatique, était sa référence favorite. Carlyle lui avait consacré un chapitre mémorable, et Goebbels le relisait et le lisait à Hitler lors des nuits passées dans le bunker. L'histoire comme source d'espoir quand la réalité n'offrait que désespoir, c'était le dernier recours d'un homme qui avait fait de la narration le seul matériau avec lequel il construisait son monde. La coexistence dans le Führerbunker. Le Führerbunker était une structure construite en 1944 sous les jardins de la chancellerie du Reich, à 8 mètres de profondeur, avec des murs en béton de 4 mètres d'épaisseur capables de résister aux bombardements les plus intenses. La partie inférieure, le bunker du Führer, proprement dit, comprenait 18 petites pièces mal ventilées. La température y était constante, mais l'humidité élevée et persistante. Le bruit des générateurs diesel était permanent, un bourdonnement de fond qui accompagnait tout. L'odeur de carburant, de sueur, de cigarettes et de nourriture mal cuite imprégnait chaque couloir. Éclairé artificiellement 24 heures sur 24, l'endroit provoquait chez ses occupants une désorientation temporelle que les témoins décrivirent comme l'un des effets les plus oppressants de l'expérience. Le 21 avril 1945, les canons soviétiques déjà audibles dans la banlieue et de Berlin, Goebbels prit la décision de déménager dans le bunker avec toute sa famille. Il amena Magda et les 6 enfants, allant des 12 ans d'Helga, l'aînée, aux 4 ans d'Heidrun, la plus jeune. C'était une décision dont personne ne pouvait ignorer les implications. Goebbels l'avait annoncé publiquement quelques semaines auparavant dans un article du magazine Das Reich et dans ses émissions radiophoniques. En cas de défaite, ni lui ni sa famille ne continueraient de vivre. Le déménagement dans le bunker était la conséquence pratique de cette promesse. Les jours passés dans le bunker constituent l'un des chapitres les plus sombres et minutieusement étudiés de l'histoire du Troisième Reich. Le lieu était à la fois un refuge, une scène de pouvoir déclinant et, pour les Goebbels, une antichambre de mort consciemment choisie.
L'atmosphère oscillait entre fanatisme et nihilisme. Hitler célébra son 56e anniversaire le 20 avril avec une réunion où apparurent pour la dernière fois la plupart des hauts dirigeants du régime, Göring, Himmler, Ribbentrop, Bormann, Speer, les chefs de l'armée. Le lendemain, la majorité quitta Berlin sous divers prétextes. Goebbels resta. La dynamique du pouvoir dans le bunker était particulière et révélatrice. Hitler, physiquement détérioré par la maladie de Parkinson qui faisait trembler sa main gauche de manière visible, le dos de plus en plus voûté et les yeux injectés de sang, oscillant émotionnellement entre des fantasmes de contre-attaque et la reconnaissance silencieuse du désastre, restait le centre symbolique de tout. Autour de lui, une poignée de personnes tentaient de gérer ses états d'âme et d'extraire des décisions cohérentes d'un esprit qui ne fonctionnait plus avec la précision d'autrefois. Goebbels était, dans ce dernier cercle, le plus fidèle, non pas parce qu'il ignorait la réalité, mais parce qu'il avait décidé que la fidélité était la seule valeur qui lui restait. Les réunions militaires quotidiennes, où l'on traçait sur les cartes des mouvements d'armée qui en grande partie n'existaient plus ou ne pouvaient plus recevoir d'ordres opérationnels, étaient des séances de fiction collective présidées par Hitler. Il ordonnait des contre-attaques à des unités qui n'existaient plus en tant qu'entités combattantes. Les généraux présents, sachant qu'il n'y avait rien qui pouvait arrêter l'avance soviétique, calculaient combien de franchises ils pouvaient se permettre avant de provoquer l'une des explosions de rage du Führer qui remplissait le bunker de cris pendant de longues minutes. Goebbels assistait à beaucoup de ces réunions, prenait des notes, puis rédigeait les communiqués de presse qui décrivaient des résistances héroïques et des retraites stratégiques. C'était la propagande la plus absurde de sa carrière, diffusée pour un public qui n'avait presque plus ni radio ni électricité. Les enfants Goebbels couraient dans les couloirs du bunker. Les officiers les voyaient passer avec un mélange de tendresse et d'horreur que plusieurs consignèrent dans leurs témoignages ultérieurs. Helga, l'aînée, était observatrice et silencieuse. Certains témoins se rappelleraient l'avoir vue froncer les sourcils lors de conversations d'adultes, comme si elle comprenait plus que ce qui correspondait à ses 12 ans. Les plus jeunes jouaient avec les soldats et les secrétaires sans comprendre où ils se trouvaient. Magda Goebbels passait beaucoup de temps seule. Ceux qui l'avaient vue ces jours-là la décrivent comme une femme qui semblait déjà être passée de l'autre côté de quelque chose vers une forme de sérénité qui n'était pas la paix mais la résignation. L'une des scènes les plus chargées des derniers jours du bunker eut lieu le 19 avril, veille de l'anniversaire d'Hitler. Goebbels prononça son dernier discours radiophonique, une déclaration de fidélité au Führer qui dura plusieurs minutes et qui fut la dernière émission radiophonique de sa vie. Il y parla des plus de 20 années passées aux côtés du leader, depuis les débuts les plus petits et sombres, jusqu'à la prise du pouvoir et aux années de guerre. Il parla de partager joies et peines, d'avoir vécu des victoires historiquement uniques et de terribles échecs. Et il termina par une déclaration de loyauté absolue. L'histoire ne pourra jamais rapporter qu'un peuple a abandonné son Führer ou qu'un Führer a abandonné son peuple. C'était une rhétorique vide sur le plan politique, mais dans le contexte personnel de Goebbels, à la veille de ce qu'il savait être la fin, cela avait une dimension différente. C'était l'adieu public d'un homme qui avait déjà pris sa décision privée. Le 22 avril se produisit la scène que certains témoins considèrent comme le moment de fracture définitive dans la volonté du dictateur. Lors d'une réunion militaire, quand il devint clair que l'armée des SS sous les ordres du général Steiner n'avait pas lancé la contre-attaque qu'Hitler avait ordonnée, le Führer eut ce que les présents décrivirent comme un effondrement. Il cria pendant plusieurs minutes, accusa ses généraux de trahison et pour la première fois reconnut à voix haute devant son cercle que la guerre était perdue. Il déclara ensuite qu'il resterait à Berlin et y mourrait. Goebbels fut le seul présent à répondre avec quelque chose qui ressemblait à de la solidarité. Il communiqua que lui aussi et sa famille resteraient. C'était la logique de l'identité totale portée à sa dernière conséquence. Dans les jours suivants, les piliers restants du régime tombèrent un à un. Göring envoya un télégramme depuis Berchtesgaden suggérant d'assumer la direction du Reich face à l'incapacité présumée d'Hitler. Le Führer interpréta cela comme une trahison et le destitua. Himmler, qui secrètement avait été en contact avec des intermédiaires suédois pour explorer une reddition séparée, fut dénoncé par Hitler lui-même via les émissions de radio alliées et également destitué.
Le 29 avril, Hitler dicta son testament politique et personnel. Il y nomma l'amiral Dönitz président du Reich et Joseph Goebbels chancelier. C'était l'ascension définitive, le poste qu'il avait observé pendant 20 ans depuis l'extérieur et qu'il obtenait quand il ne signifiait déjà plus rien. Cette même nuit, Hitler épousa Eva Braun. Goebbels fut l'un des témoins. La mort d'Hitler et les dernières heures. Le 30 avril 1945, à 15h30, Adolf Hitler et Eva Braun se suicidèrent dans leur chambre du bunker. Hitler se tira une balle dans la tempe avec son pistolet Walter PPK, tandis qu'Eva Braun ingérait du cyanure. Conformément aux instructions qu'il avait lui-même données, les corps furent transportés dans le jardin de la chancellerie, imbibés d'essence et incinérés. Goebbels fit partie de ceux qui reçurent immédiatement le rapport. L'incinération dura plusieurs heures. Lorsque celle-ci prit fin, les flammes avaient consumé une grande partie des restes, mais pas aussi complètement qu'Hitler l'avait ordonné. L'image qui subsiste dans les témoignages des survivants est celle d'un Goebbels étonnamment serein. Il n'y eut aucune description de pleurs incontrôlés ni de désespoir visible. Ceux qui l'entouraient décrivirent un homme ayant déjà pris toutes ses décisions et qui attendait simplement de les exécuter. Le journal se terminait par sa dernière entrée dictée le 10 avril, 3 semaines plus tôt. Les dernières pages contiennent uniquement des rapports militaires sans commentaires personnels. C'était comme si la voix intime s'était déjà éteinte, ayant dit tout ce qu'elle avait à dire. Goebbels, nominalement chancelier d'un Reich en ruine, tenta une ultime démarche diplomatique. Il envoya le général Hans Krebs, parlant russe couramment de ses années comme attaché militaire à Moscou, franchir les lignes soviétiques pour demander un cessez-le-feu et négocier des conditions de paix. Krebs arriva au quartier général du général Tchouikov dans les premières heures du 1er mai et présenta le testament d'Hitler avec les nouvelles nominations. La réponse soviétique fut claire. Reddition inconditionnelle, sans condition intermédiaire. À son retour, Goebbels comprit que le dernier recours avait échoué. Il écrivit également une lettre à l'amiral Dönitz, le nouveau chef de l'État, et envoya un communiqué au commandant en chef des forces soviétiques, proposant un cessez-le-feu pour négocier. C'était un message destiné à l'échec, et Goebbels le savait probablement. Mais le propagandiste en lui ne pouvait s'empêcher de produire le document, de laisser une trace écrite qu'il avait tout tenté jusqu'au dernier moment. Durant cette dernière journée, les enfants Goebbels furent sédatés par le médecin du bunker à l'aide de morphine. Les versions de ce qui se passa ensuite sont partielles et contradictoires, comme c'est souvent le cas pour de nombreux épisodes du bunker dont les seuls témoins avaient des raisons de ne pas être entièrement francs. Le dentiste Helmut Kunz déclara à plusieurs reprises, bien qu'en modifiant ses déclarations au fil du temps, qu'il administra des injections de morphine aux enfants et que Magda Goebbels introduisit ensuite des capsules de cyanure dans leur bouche pendant leur sommeil. Les autopsies soviétiques des corps, réalisées le 9 mai 1945, confirmèrent un empoisonnement au cyanure pour les 6 cadavres. Helga, l'aînée, montra des signes physiques de résistance, des marques sur le corps compatibles avec une lutte. Elle avait 12 ans. À 20h30, le 1er mai 1945, Joseph et Magda Goebbels quittèrent ensemble les chambres où ils s'étaient trouvés avec les enfants. Un des derniers témoignages d'un survivant du bunker, Günther Schwegermann, aide personnel de Goebbels, décrit la scène avec une précision glaçante. Goebbels alla au porte-manteau, mit son chapeau et son manteau de ville, enfila ses gants. Il offrit son bras à Magda et, sans dire un mot, la conduisit vers la sortie donnant sur le jardin de la chancellerie. C'était le même geste qu'un homme faisant une promenade de l'après-midi. Quelques minutes plus tard, Schwegermann trouva les corps. Les deux semblaient avoir ingéré du cyanure. Conformément aux instructions préalables, son compagnon tira 1 ou 2 fois sur le corps de Goebbels. Puis ils versèrent l'essence qu'ils avaient apportée et mirent le feu. Les corps brûlèrent un certain temps, mais pas complètement. Lorsque l'armée rouge les retrouva quelques jours plus tard, elle les identifia assez facilement. Le rapport médico-légal soviétique du 9 mai mentionna des signes d'empoisonnement par capsule de cyanure sur les 2 corps. Le pied déformé de Goebbels, celui qu'il avait accompagné depuis son enfance à Reit, celui qu'il avait lui-même transformé en objet de légende propagandiste, était là, plié vers l'intérieur presque à angle droit, 3,5 cm plus court que le gauche, tel que décrit par le médecin soviétique de manière clinique et définitive.
Le mystère de la décision finale. Une des questions que les historiens se posent depuis lors est pourquoi Goebbels choisit de mourir. Il n'y eut pas de manque d'opportunités pour fuir. Plusieurs de ses collaborateurs proches le firent et survécurent. Le chemin vers le sud, vers la Bavière, ou vers le nord, vers les territoires encore sous contrôle allemand dans les derniers jours, était théoriquement ouvert. Hitler lui-même, dans ses dernières conversations avec Goebbels, lui dit que la décision de sa femme de rester avec les enfants n'était pas correcte, mais admirable. Il ne lui ordonna pas de rester. Il laissa le choix à Goebbels. Ce dernier le refusa. Les motivations possibles sont multiples et ne s'excluent pas mutuellement. La première est celle que Goebbels lui-même articula publiquement, une loyauté absolue au Führer rendant impensable la survie après sa mort. Sans Hitler pour valider son existence, Goebbels n'avait pas de « moi » sur lequel s'appuyer. La deuxième motivation est d'ordre plus pragmatique mais tout aussi puissante. Goebbels connaissait parfaitement ce qu'il avait fait durant 12 ans. Il était l'architecte de la propagande ayant légitimé le génocide, ayant orchestré la diabolisation systématique des Juifs, ayant construit le soutien populaire à un régime qui tua des millions de personnes dans les camps d'extermination, sur le front de l'Est, dans toute l'Europe occupée. Il connaissait les crimes car il les avait justifiés et, dans certains cas, initiés directement. Il n'avait aucune illusion sur ce qui l'attendait s'il survivait et tombait entre les mains des alliés occidentaux ou, pire encore, des soviétiques. La troisième motivation, la plus sombre et inquiétante, concerne les enfants. Le plus grand mystère des derniers jours de Goebbels n'est pas sa propre mort mais celle de ses enfants. C'était sa décision, pas seulement celle de Magda, bien que ce soit elle qui exécuta l'acte physique. Goebbels aurait pu envoyer les enfants hors de Berlin à tout moment dans les semaines précédentes. Il aurait pu les confier à des proches ou à des connaissances. Il aurait pu les laisser dans le bunker et ordonner qu'ils soient capturés par les soviétiques, ce qui aurait garanti leur survie. Il ne le fit pas, et les témoignages suggèrent qu'il n'envisagea même pas sérieusement cette option. L'explication que Goebbels avait donnée quelques semaines plus tôt dans son discours radiophonique du 28 février 1945 était que ses enfants ne pouvaient pas vivre dans un monde sans le Reich. À ce moment-là, cela sonnait comme la rhétorique enflammée d'un fanatique. Mais les actes ultérieurs montrent qu'elle était entièrement littérale. Les enfants Goebbels n'étaient pas pour lui des individus avec des destins propres. Ils étaient des extensions de l'idée qu'ils représentaient. Si l'idée mourait, il devait aussi mourir. Dans son testament, il écrivit qu'il ne pouvait imaginer ses enfants grandissant dans un monde différent de celui qu'il avait construit. C'est la logique du Créateur qui détruit son œuvre avant que d'autres ne la jugent. Le Père devenu juge des vies qu'il avait lui-même engendrées. Une autre question reste sans réponse entièrement satisfaisante. Que pensait et voulait Magda Goebbels durant ces derniers jours ? Les témoignages de ceux qui l'aperçurent montrent une femme ayant atteint une sorte de paix froide, ne contestant pas ouvertement la décision et qui en réalité l'exécuta de ses propres mains. Mais il existe également des témoignages selon lesquels, dans des moments privés avec une personne de confiance, elle manifestait ce qui semblait être des doutes ou une douleur qu'elle ne pouvait exprimer en présence de son mari. Cet espace entre la conviction déclarée et le doute silencieux est peut-être le seul mystère véritablement insoluble. L'héritage poisonné. Joseph Goebbels mourut à 47 ans. Il avait passé moins de 20 ans dans la politique active. Durant cette période, il transforma de façon permanente la relation entre le pouvoir et la communication dans les sociétés modernes. Il n'inventa pas la propagande, qui est aussi ancienne que la politique elle-même, mais il la systématisa, l'industrialisa et la porta à l'échelle nationale et internationale avec une cohérence et une efficacité qu'aucun appareil étatique antérieur n'avait atteinte. L'héritage technique de Goebbels est troublant car il reste parfaitement pertinent aujourd'hui. Sa compréhension de la fonction du ressentiment dans la politique de masse, son utilisation de l'ennemi extérieur comme facteur de cohésion nationale, la création d'un leader charismatique incarnant les espoirs et les peurs collectives, la répétition systématique de messages simples sur la complexité réelle des faits, le contrôle de l'espace informationnel pour empêcher l'existence de narratifs alternatifs, la distinction entre messages intérieurs et messages extérieurs, tout cela continue d'être employé depuis lors. Toute analyse sérieuse des mouvements populistes du XXIe siècle, quelle que soit leur orientation politique,
trouve en Goebbels un précurseur à étudier, et pas seulement à condamner. Ce qui rend le cas de Goebbels unique, ce n'est pas qu'il ait inventé ces techniques, mais qu'il les appliqua dans un contexte où l'État détenait le monopole complet des médias et où aucun contrepoids institutionnel ne pouvait introduire d'autres narratifs. L'efficacité de sa propagande dépendait de l'élimination préalable de toute concurrence informationnelle, presse libre, partis d'opposition, syndicats, églises autant que possible, intellectuels dissidents. Le modèle totalitaire de communication nécessitait d'abord le vide de l'espace public. En ce sens, son modèle est inapplicable dans des systèmes maintenant la pluralité informative. Mais la construction du discours, sans monopole étatique, survit et se reproduit dans tout système où la concentration médiatique et la désinformation systématique le permettent. Un autre aspect de l'héritage de Goebbels mérite attention, son intuition de la saturation informationnelle. Goebbels ne croyait pas à une propagande simple et brute. Il croyait en une propagande sophistiquée remplissant chaque espace disponible de messages qui n'étaient pas tous ouvertement politiques, de sorte que le citoyen n'ait jamais un moment de silence pour construire sa propre réflexion. La radio à la maison, le film de divertissement au cinéma, l'affiche dans la rue, la chanson populaire à la radio, tout faisait partie d'un écosystème communicatif délibérément conçu pour que l'esprit du citoyen vive toujours dans un monde construit par l'État. La saturation comme méthode de contrôle est peut-être sa contribution la plus durable et la plus perturbante à la théorie de la propagande. Le journal de Goebbels, couvrant 32 volumes dans l'édition scientifique d'Elke Fröhlich, publiée entre 1993 et 2008, est une source historique de première importance pour l'étude du Troisième Reich, mais aussi un document psychologique d'une richesse inépuisable. On y voit un homme utilisant l'écriture privée pour faire exactement ce qu'il faisait en public, construire un récit de lui-même tolérable, héroïque, justifié. Les échecs disparaissent, ou sont réinterprétés comme des victoires stratégiques. Les moments de doute se clôturent par des proclamations de foi renouvelées. Les personnes qui le déçoivent deviennent des traîtres ou des incompétents. Hitler ne se trompe jamais. Si quelque chose va mal, la faute revient à ceux qui exécutent ses ordres. Le journal comme miroir narcissique, Goebbels s'y regardait chaque jour pour confirmer que l'image qu'il voyait était celle qu'il voulait voir. L'histoire du Troisième Reich montre à travers le cas Goebbels que les mécanismes de propagande ne nécessitent pas forcément des mensonges grossiers ou des manipulations évidentes pour être dévastateurs. Ils exigent surtout le contrôle du cadre interprétatif dans lequel les citoyens traitent la réalité. Lorsque ce cadre est suffisamment consolidé, les faits eux-mêmes deviennent malléables. Les mêmes données peuvent être interprétées de façon radicalement différente selon le contexte narratif. Goebbels le savait et le pratiqua pendant 12 ans avec une cohérence possible uniquement chez quelqu'un ayant fait de la manipulation son projet de vie unique. La question que laisse son histoire n'est pas de savoir si les méthodes ont fonctionné. Elles ont clairement fonctionné. Mais pourquoi un peuple cultivé et alphabétisé a permis qu'elles fonctionnent? Cette question reste ouverte. Un détail des derniers jours de Goebbels permet de clore ce parcours de manière appropriée. Dans les semaines finales, Goebbels lut à Hitler les dernières pages de la biographie de Frédéric le Grand par Thomas Carlyle, notamment le chapitre sur la façon dont le roi prussien se sauva du désastre lors de la guerre de 7 ans grâce à la mort inattendue de la tsarine Élisabeth de Russie, qui changea subitement l'alliance de ce pays. Lorsque la nouvelle de la mort du président Roosevelt arriva le 15 avril 1945, Goebbels appela Hitler avec une exaltation presque enfantine. C'était le miracle, le retournement de fortune que l'histoire réservait à ceux qui résistent. « Ma chère Magda, te souviens-tu de Frédéric le Grand ?» lui dit-il. 2 semaines plus tard, il était mort. Joseph Goebbels fut, jusqu'à la fin, un homme qui avait besoin de croire au pouvoir des narratifs. Il avait construit sa vie et sa carrière sur la conviction que, avec les mots et les symboles adéquats, on pouvait façonner la réalité collective d'un peuple. Dans ces derniers jours, il cherchait encore la narration qui sauverait le Reich. Il ne la trouva pas. Et lorsqu'il comprit qu'elle n'existait pas, il choisit la seule fin que son système de croyance permettait, devenir lui-même le dernier symbole de loyauté qu'il avait prêché pendant 20 ans. Le propagandiste devint son propre dernier message. L'homme qui avait fabriqué des mythes pour les autres fabriqua, en mourant, le seul mythe encore disponible, celui de lui-même.
il existe encore une dimension de la figure de Goebbels que l'historiographie a abordée plus lentement que d'autres aspects, son rôle d'observateur privilégié de l'intérieur du régime nazi. Ces journaux constituent le témoignage le plus détaillé et continu du fonctionnement quotidien du pouvoir dans le Troisième Reich. Aucun autre document de source primaire n'offre une vision aussi soutenue de la façon dont Hitler prenait ses décisions, de ses relations avec son entourage immédiat et du fonctionnement réel du système de pouvoir nazi par rapport à l'image projetée à l'extérieur. En ce sens, Goebbels est paradoxalement précieux comme source historique précisément en raison de ses limites. Son incapacité à voir Hitler avec distance critique rend ses comptes rendus presque involontairement plus révélateurs qu'une analyse objective. Lorsque Goebbels décrit le Führer comme génial, sublime ou décisif à un moment donné, le contraste avec les faits consignés quelques pages plus tard produit une dissonance illuminant mieux le mécanisme de la foi totalitaire que n'importe quelle analyse académique ultérieure. Le Führerbunker où mourut Goebbels fut partiellement démoli par les soviétiques après la guerre, puis rempli de gravats. Durant l'époque de la République démocratique allemande, le site fut recouvert par un parking, délibérément oublié pour éviter qu'il devienne un lieu de pèlerinage pour néo-nazis. Après la réunification, le débat sur ce qu'il fallait faire de cet espace symbolisa les tensions d'une société tentant d'intégrer à son identité collective un passé qu'elle ne peut ni effacer ni tolérer. Aujourd'hui, une discrète plaque informative en plusieurs langues marque l'endroit. Le parking est toujours là. Et sous l'asphalte reposent les fondations en béton où Joseph Goebbels passa ses 11 derniers jours, où ses 6 enfants dormirent pour la dernière fois, et où le régime qu'il avait défendu de toutes ses forces se referma définitivement.